Monsieur Darvel. Moi, je ne sais pas pourquoi, en fait. Je ne sais pas pourquoi. J'avais pas vu de fascicule, enfin, il n'y avait pas d'éditeur de fascicule, donc ça, c'était fait. Et surtout, je travaillais dans un bureau et je me disais, ça serait bien de faire un boulot où on peut aller se promener, surtout. Donc, j'ai tout laissé tomber le boulot et tout le machin, et maintenant, je me promène, je rencontre des gens, je mets en relation des illustrateurs et des auteurs. Ça, c'est amusant. Et je rends hommage à tous ceux qui m'ont bercé mon imaginaire depuis les époques pilotes, Métal Hurlant, etc., etc. J'ai le grand plaisir de travailler maintenant avec Philippe Cazat, avec Nicolet, avec Marc Caro, des gens qui trouvent que ce que le Carnoplast produit est intéressant, qui me proposent des couvertures eux-mêmes. Caro, il m'a proposé Sérénade Sélénite avant que le titre existe et avant que l'idée de l'histoire du système solaire existe. Voilà, c'est ce genre de choses. Là, il y a Nicolet qui m'a livré quelque chose à partir de 3 mots que je lui ai dit. Je voudrais des Romains dans la neige attaqués par des calmars. Et il m'a sorti quelque chose de fabuleux et il y a quelqu'un qui est en train de travailler dessus. Voilà, c'est ce genre de plaisir qui fait qu'on aime bien être éditeur. Voilà. Donc en fait, vous avez été touché par la grâce. Et c'est pour ça que vous êtes allé chez les bonnes sœurs. Ouais, ça vient de là, oui, c'est tout ça, c'est le Carmel. Oui, c'est vrai que personnellement, comme j'avais quand même travaillé à peu près toute ma vie dans l'édition, souvent me venait la question, mais t'as jamais envie de faire monter ta propre maison d'édition? Ce à quoi je répondais ce que toute personne dotée d'un minimum d'intelligence et de sens d'à propos aurait répondu à ma place, à savoir, ça va pas la tête. C'est d'ailleurs la première chose que j'ai dit à Chris, jusqu'à ce que je m'aperçoive que lui était plus que moi pour les chiffres, ce qui n'est pas vraiment difficile. Je m'arrête à 2 plus 2 font 5. Et que donc, en effet, c'était tout compte fait peut-être envisageable sans y laisser sa chemise et sans planter des auteurs. Un tout petit mot pour rebondir sur ce que disait Robert tout à l'heure. Une grande satisfaction aussi, voilà, c'est des moments comme ça. Bon, c'est pas la première fois, mais on a une couverture de Philippe Joselon, illustrateur que j'ai découvert au début des années 2000, voire à la fin des années 90, quand il illustrait la Bibliothèque du Fantastique, des gros volumes chez Fleuve Noir, qui reprenaient la quasi-intégralité des œuvres d'un certain nombre de grands auteurs fantastiques, bien que pas forcément très connus, grands au niveau de la qualité. Et j'étais très admiratif devant cet illustrateur. Voilà, bah, maintenant on a l'occasion de le faire travailler pour nous, et ça, c'est aussi une fierté. Juste un petit mot, Thomas, peut-être, parce que toi, en plus, tu as récidivé après avoir démarré Malpertuis avec Christophe. Tu viens maintenant de te lancer dans une autre publication avec Mythologica. Oui, ce qui pourrait aussi dire ça va pas la tête. Eh ben, c'est une aventure totalement différente, puisque là, c'est une création, enfin, encore une fois, c'est une création ex nihilo, c'est pas arrivé dans quelque chose de déjà composé, c'est une rencontre avec, alors, pour faciliter les choses, les deux rédacteurs s'appellent tous les deux Thomas, c'est très pratique, que j'avais connu quand on travaillait tous les deux pour une autre maison d'édition, dans des domaines totalement différents, où j'ai encore une collection polar. Et c'était un projet de revue, encore une fois, tout simplement parce que personne ne l'avait fait. Il y a des revues de science-fiction, d'ailleurs fiction qui vient de renaître de ses sens récemment, mais une revue consacrée à la fantasy et au fantastique, il n'y avait pas. Donc c'est une idée qu'on a développée, puis bon, quand on a été lâché par tout le monde, on s'est dit on le fait. Encore une fois, j'ai toujours mis les mains dans le cambouis, puisque je n'ai pas autre chose en édition, que pas de master, pas de choses comme ça. J'ai juste écrit des bouquins, j'en ai lu, j'en ai traduit, etc. Et là, je travaille avec quelqu'un qui, lui, par contre, sait ce que c'est que tenir une comptabilité, etc., ce dont je serais bien incapable. Donc là, apparemment, on peut envisager les choses sainement. Il faut, bon, c'est vrai que le démarrage de la revue est quand même assez, comment dirais-je, encourageant. On va bientôt sortir notre premier roman, courant avril. Donc à partir de là, on verra bien, chinchilla, comme disent les musulmans. Il faut dire que c'est une revue, vous voyez, l'épaisseur de la revue. Bon, servir pour caler une porte au besoin. il y a de la matière. Bien, on pourrait peut-être. Je signalerai que le dossier Lovecraft a été fait par un certain Christophe Thiel, bien connu de nos services. On retrouve toujours les mêmes. Mais c'est vrai qu'il faut dire Le monde est petit. parmi ses nombreuses casquettes, Christophe Thiel, d'une part, est un grand connaisseur de Lovecraft, et d'autre part, des monstres japonais de cinéma. Oui, mais alors j'ai rien écrit sur le sujet, donc je sais pas si on peut en parler. Pas encore. C'est pas dans les plans. Alors,
On pourrait peut-être aussi aborder, je crois, un autre point. Thomas et Christophe en ont déjà très légèrement parlé, justement, je crois que l'une des grandes différences entre le lectorat que nous avons dans nos différentes maisons d'édition et puis, je dirais, le lectorat plus général, c'est aussi la fidélité. C'est que nous sommes des éditeurs passionnés qui écrivons pour des lecteurs passionnés. Tout à fait. Et on y revient. Enfin, c'est un peu, ça va faire un peu obsessionnel. Ce côté de relations humaines que je juge très important et qu'on développe avec les gens qui viennent nous voir sur les salons, sur les séances de dédicaces. On a un public qui s'attache aux auteurs, mais aussi à la maison d'édition, qui apprécient la ligne éditoriale, qui vont soutenir les textes, qui vont même faire des essais. S'ils voient un texte qui ne les attire pas forcément, ils vont se dire allez, je vais quand même tenter ma chance, voir si ça peut me plaire ou pas. Il y a une forme de critique très bienveillante de leur part. Et c'est quelque chose qui est extrêmement agréable, cette proximité qu'on a avec les lecteurs. On peut leur expliquer nos choix, et du coup, ils nous comprennent mieux et ils nous accompagnent du coup encore mieux. Oui, une sorte de relation de confiance. Tout à fait, c'est quelque chose qui se construit avec le temps. Je suis le plus jeune, donc c'est quelque chose qui est encore dans ma mémoire à court terme. Le plus jeune en tant qu'éditeur, je vous rassure. Quoique, oui. Mais voilà, la maison d'édition a à peine 3 ans. On va fêter les 3 premières années de parution là, dans les semaines qui viennent. Et on a vraiment senti une évolution dans les rapports avec le public. Le premier salon qu'on a fait, c'est à Épinal aux Imaginales, où d'ailleurs j'ai rencontré plein de gens. Et on sentait le public était un petit peu hésitant. Un nouvel éditeur qui arrive et qui propose des sagas, on ne va pas se lancer. On sait que ça va couler dans 6 mois, donc on ne va pas prendre un premier volume dont on ne lira jamais la suite. La deuxième année, les gens sont venus et ont moins hésité à prendre les textes. Et la troisième année, il y avait des gens qui nous attendaient. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement gratifiant. Voilà, comme on disait, on ne va pas vendre des dizaines de milliers d'exemplaires, mais il y a ce côté très humain et des gens qui nous suivent et ce relationnel qui se crée. Et c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant et qui donne envie de continuer, de tout faire pour proposer de nouveaux textes et les suites des sagas. Pour moi qui propose des sagas quelquefois un peu longues. Oh, 5 volumes à peine. Voilà, un détail. Oui, la fidélité des lecteurs est amusante, parce que là, pour la première fois cette année, j'ai lancé une souscription pour les 12 prochains fascicules. J'ai reçu une quantité suffisante de réponses et de chèques. Les gens ne savent pas ce qu'ils vont lire. Ils aiment bien le principe, ils aiment bien le fascicule, ils aiment bien le carnoplace. Ils ne savent pas du tout quelles histoires vont être livrées. En plus, ils vont même plus se souvenir qu'en octobre, ils ont acheté des trucs au mois de mars. C'est quoi, c'est romain? C'est obligé de faire des fiches de ce qu'on a et de ce qu'on n'a pas. Moi, je crois qu'il y a une chose qui finalement, je trouve qu'elle est commune à chacun d'entre nous, c'est qu'en créant chacun notre maison d'édition, on voulait, mis à part faire connaître des textes qu'on aime, faire connaître le genre de littérature qu'on aime, etc., on voulait, chacun d'entre nous avait plus ou moins l'idée de créer une sorte de label. Je ne sais pas si on peut dire de label de qualité, mais quelque chose qui fait que si un lecteur a aimé une chose qui est sortie par l'un d'entre nous, il y a toutes les chances qu'il aime aussi les autres choses sorties par le même label. Alors après, c'est à nous, d'une part, d'alimenter cette espèce de niveau de qualité et également de style, mais aussi de pouvoir s'aventurer, de pouvoir marcher un petit peu sur la ligne jaune, de manière à ce que les gens qui ont aimé nos anciennes productions, qui n'auraient pas forcément l'idée d'aller voir ce que nous, on est allé voir pour eux, eh bien, se disent, bon, ça leur a plu, c'est pas tout à fait ce que j'aurais été chercher, je vais voir quand même, je pense que ça devrait pouvoir me plaire. Oui. Là, je dirais que chez Rivière Blanche, c'est un petit peu différent parce que bon, la production de Rivière Blanche est quand même, d'une part, assez volumineuse, puisqu'il y a grosso modo au minimum 4 volumes qui sortent par mois, parfois 6 même. Et, bon, et en plus de ça, dans des domaines très différents, puisqu'il y a d'une part la collection Anticipation, mais il y a maintenant la collection dirigée par Jean-Daniel Brech qui sort plutôt du polar ancien avec cette collection Baskerville. Donc c'est assez éclectique et on constate que s'il y a
des lecteurs fidèles, ce sont plutôt des collectionneurs, c'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent tout avoir. Alors j'anticipe un peu aussi sur ce dont on parlera sans doute la semaine prochaine, mais dans le cas de Rivière Blanche, ceux qui achètent systématiquement, ce sont les collectionneurs qui veulent tout avoir. Ça ne signifie pas qu'ensuite ils ouvriront le livre pour le lire. Ils veulent... Et des fois surtout pas. Mais donc là, on est dans un domaine... c'est peut-être là où Rivière Blanche se différencie un petit peu de, de- bon. Et il insulte les lecteurs en plus. Les acheteurs. Non, les acheteurs, parce que c'est, comme je le disais, ils sont pas forcément lecteurs. Mais pour rebondir un peu sur ce thème, je crois qu'en fait, on peut dire que finalement, ça signifie que les lecteurs sont sensibles au fait que vous faites tous un vrai travail d'éditeur, ce qu'on ne sent plus forcément chez des éditeurs plus établis depuis plus longtemps. Ben, ça se fait pas tellement de critiquer les confrères, hein, surtout s'ils sont plus grands que nous. Mais en tout cas, pour parler de nous, oui, c'est ce qu'on essaye de faire, très clairement. Hein. Un seul suffira. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a beaucoup surpris avec quasiment tous mes auteurs, sauf peut-être un ou deux, c'est que les auteurs n'ont pas forcément idée de ce qu'est un éditeur. Beaucoup imaginent que l'éditeur, il va prendre leur texte, il va le mettre en page, il va l'envoyer chez l'imprimeur et après ça va partir en librairie. Donc du coup, quand on arrive et qu'on leur dit bon, va y avoir du boulot sur le texte, attends-toi quelques dizaines d'heures de travail, voire quelques centaines d'heures, ils sont surpris. Mais passer cette surprise et ce sentiment de se dire mon Dieu, mon texte est si mauvais que ça, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais après le travail, ils sont extrêmement satisfaits d'avoir pu avoir un regard extérieur et professionnel pour retoucher le texte et au final l'améliorer. Et c'est vrai qu'on compare de temps en temps les premières versions avec les versions qui arrivent en librairie et les auteurs sont extrêmement satisfaits d'avoir eu ce travail éditorial justement. Je peux vous dire, et là ce serait ma casquette d'auteur, que quelqu'un qui sait faire un véritable travail éditorial, c'est-à-dire qui met le doigt sur les choses qui ne fonctionnent pas, etc., quel que soit le nombre de romans qu'on a publiés, c'est toujours extrêmement précieux parce que l'auteur infaillible, à quelques rares exceptions près, ça n'existe pas. Et puis aussi des fois, il y a des choses, on se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Oh, puis je le mets, on verra, ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, je le virerai. Et on aime bien avoir quelqu'un qui le dit, justement. Robert? Oui, moi, dans le cadre des fascicules, c'est un récit qui n'est pas, c'est pas une nouvelle, c'est pas un roman, c'est entre les deux. Le rythme est complètement précis et différent de ce qui se fait ailleurs. Donc, je demande aux auteurs de m'écrire, disons, 40 000 mots, et j'en coupe 10 000. Et derrière, je refais tout un travail qu'ils ne comprennent pas nécessairement tout de suite. Mais après, une fois qu'ils lisent leur récit mis au format avec la dynamique d'un fascicule, ils disent oui, c'est exactement ça qu'il fallait faire. Vous avez envie d'ajouter autre chose ou on passe aux questions? Alors, J'ai pas compris. alors les questions. Bien, bah écoutez, s'il n'y a plus rien d'autre, il ne me reste qu'à vous remercier pour votre attention. Merci.